Ok. Bonjour à tous, bienvenue à Sadébat. Merci de nous retrouver cet après-midi. Et nous l'avions promis la semaine dernière que nous allons parler de long en large du sommeil, que nous ferons aussi un autre clin d'œil au paludisme. Il est très important d'en parler. Et ce matin, nous avons un invité de plus pour continuer toujours à étayer les Camerounais sur le sommeil. Dr Mbangue l'a dit la semaine dernière, le sommeil est primordial pour la santé d'un individu. Si tu ne dors pas bien, tu es sûr que tu vas tout rater dans la journée. Donc aujourd'hui encore, je tiens à vous rappeler que le manque de sommeil est une maladie. Il y a une maladie et qu'il y a maintenant il y a des spécialistes des maladies du sommeil. Nous allons parler des différentes maladies liées au sommeil. Nous allons également aborder le sujet du paludisme parce que malgré le Covid, malgré la pandémie du coronavirus, il y a toujours le paludisme qui continue à faire des ravages. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a un variant qui ressemble au paludisme. On en parlait avec Dr Hobson la semaine dernière. Donc aujourd'hui, nous allons parler, et peut-être avec Maître Clovis, je ne sais pas s'il est prêt pour ça, peut-être qu'il nous donnera quelques petites séances d'étirement pour pouvoir attraper le sommeil rapidement, je ne sais pas. En tout cas, ce sera un panel génial cet après-midi pour votre bonheur, pour votre édification. Je vais commencer par dire bonjour à la seule dame au milieu de deux hommes, Cathy Tandem. Bonjour, vous êtes très bien habillée ce matin, cet après-midi. Du pain sur votre vêtement. Merci Solange. Oui, bonjour. Les deux hommes ne m'influencent pas du tout. Rassurez-vous. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis très contente qu'on parle du sommeil, du paludisme et de la nouvelle variante du Covid. Nous savons que... Qui ressemble au paludisme. On ne sait même plus si c'est le palu ou si c'est... Bref. Voilà, donc c'est très important d'en parler. J'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a deux choses qui sont très importantes. Le sommeil et la liberté. Si on ne dort pas, même si on a n'importe quoi autour de nous, c'est très dangereux. Donc, merci à Dr Mbangue d'être encore là aujourd'hui pour nous édifier. Voilà. Maître Clovis, bonjour. Bonjour Solange, chers téléspectateurs, bonjour. Voilà. Maître Clovis, je suis toujours ravie de vous avoir sur le plateau parce que vous nous apportez d'autres édifications, d'autres façons de voir la vie qui est très différente de ce qu'on voit aujourd'hui. Merci Solange. Je commencerai en disant que la question du sommeil, en fait, est vitale. Pourquoi elle est vitale? Parce qu'en fait, il y a trois états. État de veille, état de rêve, état de sommeil. Mais quand on dit sommeil, il faut bien dire que l'état de sommeil qui est censé être profond, parce qu'il n'y a que le sommeil profond qui devrait vraiment nous préoccuper. Voilà. Parce que tout le monde dort plus ou moins. Mais c'est de plus en plus rare le sommeil profond. Voilà. Mais c'est notre journée qui conditionne notre sommeil. Wow. En fonction du comment tu veilles, en fonction du comment tu te projettes. Si c'est toi qui rêves ou tu rêves le rêve des autres, à ce moment-là, ces fantômes, ces pensées parasites vont plus ou moins s'inviter dans ton sommeil. Wow. Et vont parasiter ce sommeil-là. Mais si tu es maître de tes rêves et tes pensées, automatiquement, tu auras un sommeil apaisé, voilà. Dont la maîtrise mentale est essentielle. On aura le côté métaphysique ce matin, cet après-midi. Dr Mbangue, c'est un honneur toujours de vous avoir sur le plateau. Bonjour. Oui, bonjour et bonjour à vos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être à vos côtés pour en dire davantage sur le sommeil. Et comme disait Maître Clovis, effectivement, on dort comme on est. Oui, on dort comme on est. On ne dort pas parce qu'on est dans une belle chambre, parce qu'on est dans un très beau lit. On dort comme on est. C'est toute votre manière d'être, n'est-ce pas, qui fait votre sommeil. Okay? Ce qui ne veut pas dire que si on ne dort pas bien, ça veut dire qu'on n'est pas bien. Non. Mais je veux dire que
notre manière d'être compte beaucoup dans notre sommeil. C'est pour ça que quand je fais l'hygiène de sommeil, j'insiste beaucoup sur la relation à autrui. Il faut tourner les pages des passés douloureux, il faut pardonner, il faut vraiment tourner les pages pour s'alléger de tout ce poids du passé et pouvoir retrouver le sommeil. Justement, Dr Mbangué, vous avez prononcé un mot, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ce mot, chacun va donner son avis, mais vous êtes le spécialiste, puisque, et je disais, quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'il y a un spécialiste du sommeil à Douala? Quelqu'un m'a posé la question il y a, je pense hier ou avant-hier, j'ai des problèmes de sommeil, je ne sais pas comment faire, je vais aller à la pharmacie, et je lui dis que, mais il y a des gens qui soignent, il me dit, est-ce qu'il y a ça au Cameroun? Je dis que oui, il y a Dr Mbangué Oui, d'accord. qui est à Douala, Oui. du côté de Bonapriso. Donc Oui. pour ceux qui voudraient, par exemple, se rendre à votre centre, je rappelle que vous êtes sur la rue des Impôts à Bonapriso, donc pas très caché. On arrive là-bas, on va voir absolument votre cabinet. On s'arrête sur un mot qui m'a vraiment touché. C'est quoi l'hygiène du sommeil? Arrêtons-nous au mot hygiène du sommeil. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'hygiène de sommeil, c'est l'ensemble des choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire, ok, pour pouvoir avoir un sommeil profond, comme disait Clovis, Maître Clovis, un sommeil profond, parce qu'il disait, on dort tous plus ou moins, mais c'est le sommeil profond qui est le sommeil précieux, parce que c'est celui-là qui est réparateur. Alors, l'hygiène de sommeil, c'est l'ensemble des pratiques à adopter ou à ne pas adopter pour pouvoir avoir un sommeil agréable. En termes techniques, nous disons c'est le contrôle des stimulus, ok, et les restrictions de sommeil, de temps de sommeil, qui permettent d'améliorer la qualité de sommeil, ok. On peut donner quelques exemples pratiques de ce que c'est que l'hygiène de sommeil. Alors, l'hygiène de sommeil, on pourrait dire sur le plan élémentaire que avoir déjà les heures régulières de sommeil, ok, avoir des heures régulières de coucher et de lever, une chose simple, ok, mais qui n'est pas la chose la mieux partagée. Oui, mais Dr Mbangué, vous dites avoir des heures régulières. Régulières. Si je dors tous les jours à 20 heures, Oui. que si je dors à 20 heures, Oui. que ce soit comme ça tous les jours à 20 heures. Voilà. Qu'il n'y ait pas un jour où je dors à 20 heures, Voilà. un autre jour à 22 heures, Voilà. un autre jour à... Voilà. Mais quelqu'un nous regardera tout à l'heure et il va dire que, mais attends, l'heure c'est quoi? C'est mon sommeil qui est important. Non. C'est-à-dire qu'il faut avoir des heures régulières. Parce que ça permet à l'horloge endogène du sommeil, le noyau suprachiasmatique, de cadencer. C'est-à-dire qu'il faut aider le cerveau à cadencer. Si vous donnez tout le temps des contre-ordres, c'est-à-dire le cerveau dit c'est bon, c'est l'heure est arrivée, mais vous vous dites non, j'ai autre chose à faire, vous dérégulez l'horloge endogène. Okay? En ayant des heures régulières, vous aidez le cerveau à cadencer le sommeil, c'est-à-dire le sommeil à venir au temps où il a l'habitude de venir. Okay? Donc les heures régulières de coucher et de lever. Maintenant, il y a des événements de la vie, les enterrements, les décès et tout ça. Moi, je parle de ce qui est régulier. Okay? Voilà. Maintenant, il faut aussi avoir des heures tardives. Le sommeil qui se fait avant 23 heures, on ne produit pas un sommeil de bonne qualité. Okay? Le bon sommeil, c'est à partir de 23 heures. Wow. Oui. C'est en ce moment qu'on produit un sommeil de bonne qualité. Mais c'est une vérité de grand nombre. Il y a des malades qui vous diront, si j'attends 23 heures, moi j'ai sommeil à 21 heures, si je ne dors pas, je ne dormirai plus, même si... voilà. Bon, mais ce que je dis là, c'est une vérité de grand nombre. La porte du sommeil, c'est 23 heures. C'est en ce moment que le temps entre le moment où on se couche et le moment où on s'endort est le plus court. C'est en ce moment que les veilles intra-nuit sont les plus courtes. C'est en ce moment qu'on se réveille plus difficilement et on se rendort plus facilement. Okay? C'est donc à partir de 23 heures qu'on produit un sommeil de bonne qualité. Voilà, donc ça, c'est quelques grands principes. Okay? Idem pour l'alcool. Il ne faut pas boire en se disant je vais boire et comme ça je vais dormir. Oui, parce que le sommeil lié à l'alcool, l'alcool est hypnotique, ça produit un sommeil, mais pas un sommeil de bonne qualité. Okay?
Voilà. Donc il y a donc un ensemble de choses comme ça qui participent de l'hygiène de sommeil. Par exemple, il faut éviter dans la chambre tout ce qui suppose l'éveil. Ok? La télévision, par exemple, dans la chambre n'est pas une bonne chose parce que la télé, il faut être éveillé pour regarder la télé. Ok? Or, la chambre doit être un temple de sommeil où on vient que pour dormir. Les tables de travail dans les chambres, ce n'est pas une bonne chose. La chambre ne doit pas rappeler le travail, parce que le travail signifie éveil. Donc la chambre ne doit rien rappeler qui évoque l'éveil. Ok? La chambre, ça doit être le sommeil. C'est surprenant. Oui, moi je pourrais confirmer ce qu'il dit parce que j'ai mon fils qui avait des problèmes de sommeil parce que parfois il restait regarder le téléphone jusqu'à 4 h du matin. Voilà. Et ça l'avait complètement perturbé. Tout à fait. Quand j'ai pris la chose en main, je lui ai dit maintenant il faut dormir aux heures régulières. Voilà. À 23 h, on commence à se préparer à dormir. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois t'apprêter à te laver. Au plus tard, à minuit, on doit être au lit. Moi, avant, j'avais des problèmes parce que je dormais à 20 h. À minuit, je n'avais plus sommeil. Voilà. Tout le reste du temps, voilà, j'étais éveillée. Voilà. Et on m'avait dit, dans mes recherches, j'avais lu que si on dort après minuit, il y a de fortes chances qu'on dorme au moins jusqu'à 4 h, 5 h du matin. Voilà. Et maintenant, je voudrais aussi ajouter les conseils que nous, on donne souvent aux personnes qui sont déprimées. Vous savez, les gens qui ont des problèmes de santé mentale ont du mal à dormir. Exact. Ce qu'on regarde, comment ils passent leur journée. Parce que là aussi, c'est intéressant. Si quelqu'un, à 8 h, qu'est-ce que vous faites? À 10 h, qu'est-ce que vous faites? Et ainsi de suite. Parfois, on se rend compte que les gens passent des journées à réfléchir, à se morfondre, à ressasser les idées négatives et tout. Si bien que la nuit, c'est toutes ces mauvaises idées qui viennent en tête et à la fin, ils n'arrivent pas à dormir. Et j'avais une malade qui était un peu loin, qui est à l'étranger, et je lui avais dit, pour que tu dormes bien, il faut que tu passes une bonne journée. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux par exemple arranger ta maison. Donc, tu vois ce qu'il y a à faire, la cuisine. Tu te dis, aujourd'hui j'arrange la cuisine, demain j'arrange la chambre, après-demain j'arrange. Avec le confinement, c'était extrêmement compliqué. Et la malade a commencé à dormir parce qu'elle était occupée à quelque chose. Et si bien que maintenant, son sommeil s'est stabilisé. Elle sait qu'à telle heure, je fais telle chose. Et puis après, quand l'heure de dormir arrive, je vais au lit. Donc, je voudrais confirmer exactement ce que vous êtes en train de dire. Je pense que ça fait aussi partie de l'hygiène du Tout à sommeil. fait. L'hygiène du sommeil veut aussi que, pour ceux qui ont des difficultés d'endormissement, d'éviter le sommeil de jour. Je dis bien pour ceux qui ont des difficultés d'endormissement. Exactement, voilà. Ça je le disais aussi à mon fils qui ne dorment pas le jour et qui ne boivent pas le coca. Voilà. Pour ceux qui dorment tranquillement, sans souci, pas de problème. Mais dès lors qu'on commence à avoir des difficultés de sommeil, il faut commencer par supprimer le sommeil de jour. Parce qu'il y a une opposition entre le sommeil de jour et le sommeil de nuit, une opposition qui naît à l'âge de 2 ans. Si vous dormez le jour, vous avez tendance à dormir peu ou pas la nuit. Et si vous dormez bien la nuit, vous avez tendance à ne pas dormir le jour. Il y a donc cette opposition. Donc dès lors que les difficultés de sommeil surgissent la nuit, il faut commencer par supprimer le sommeil du jour. C'est pour ça qu'à mes malades, je dis pas de sieste. Okay? Et ça rime un peu avec ce que dit c'est Charlotte Cathy, qui disait il faut s'occuper. Okay? Il faut amener la personne à s'occuper le jour pour éviter les endormissements parce qu'on n'est pas occupé. Oui. Moi, justement, je voudrais profiter pour poser la question à Maître Clovis. Est-ce qu'il y a un comportement, comme vous avez dit, c'est comme vous avez agi dans la journée que votre sommeil sera... Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un comportement d'avant-sommeil? Voilà. Commençons par l'hygiène physique. Parce que créer des conditions, parce que le sommeil n'est pas volontaire. Ce qui est volontaire, ce sont les conditions qu'on peut créer qui va mener à ce sommeil-là, à cet état de sommeil-là. Voilà. Donc c'est nous qui devons créer ces conditions-là. Ça commence par l'hygiène physique. L'hygiène physique est d'abord posturale. Au quotidien, comment je me tiens debout, comment je suis assis, comment je m'allonge, etc. Parce que si ta position n'est pas correcte, en fait, les tensions naissent ou dans tes hanches, dans tes épaules, dans ta nuque, sur ton visage,
Si vous, en regardant autour de vous, vous verrez toujours qu'il y a des gens qui ont des mâchoires serrées, le front plissé, voilà. Ils sont dans une position affaissée, d'autres sont complètement tendus, extravertis. Donc, l'hygiène physique d'abord. Donc, prêtez d'abord attention à cette terre. Si le corps n'est pas réceptif, donc détendu, aligné et détendu, en fait, j'aurais du mal à passer à autre chose, c'est-à-dire l'hygiène alimentaire. C'est-à-dire que c'est mon corps qui décide de qu'est-ce qu'il veut et quelle quantité. Si je n'écoute pas mon corps, c'est le moule de l'habitude qui va prendre le dessus. Et qui va m'imposer ce que je mange. En tant qu'individu, qu'est-ce qu'on peut faire donc spécialement pour avoir une bonne hygiène Il faut commencer toujours par ceci. Ce que nous avons, que nous pouvons saisir. Oui, vous dites qu'il y a le corps, c'est la posture. Il y a des postures. Oui. C'est quoi les postures? Par exemple, chaque fois que vous êtes assis à la maison, la première des choses, c'est connecter votre corps dans les 6 directions. Wow. Par exemple, ma tête est suspendue. Si jamais mon menton est comme ça, ou comme ça, j'accumule des tensions, sans m'en rendre compte. Si je suis comme ça, il y a toujours des gens qui vont s'adosser. Et il y a toujours des gens qui sont comme ça. Si je suis assis comme ça, déjà, je ne respire pas bien. Si je ne respire pas bien, comment puis-je bien digérer? C'est impossible. Pourtant, bien digérer est essentiel. Je suis en train de préparer, le lâcher-prise qu'on appelle le sommeil. Je suis en train de préparer. Mais si j'accumule la tension, je ne pourrais pas. Maître Clovis, en pratique, comment est-ce qu'on s'assoit normalement? Je vais apprendre à m'asseoir. Allons-y donc. Oui. À la maison, si vous êtes prêts, allons-y ensemble. La première chose, c'est avoir la tête suspendue. Donc, je pose mon attention sur le squelette. Sur le squelette. Parce que mon corps, c'est d'abord le squelette. Ma tête est suspendue. Mon front est détendu. Ma mâchoire desserrée. Je rentre légèrement le menton. Voilà. Pour aligner la nuque, les cervicales, là. À partir de là, naturellement, les muscles du visage sont détendus. C'est comme si je dépoussiérais ce miroir qu'est le visage. Au-delà, quand la mâchoire est desserrée, les cervicales étant alignées, les épaules peuvent se relâcher. Oui. Il y a toujours des gens qui portent le monde entier sur leurs épaules. Les épaules peuvent se relâcher. Si les épaules sont détendues, alors la poitrine peut se détendre. Sinon, en général, on est toujours comme ça. Ce qui fait que la respiration est haute, elle est superficielle. On ne respire pas profondément. Donc, du coup, derrière, parce qu'on a eu des mauvaises postures, on a du mal aussi à trouver le sommeil. Bien sûr, automatiquement. Si on a une mauvaise posture, on va se battre. C'est-à-dire que tu vas te coucher comme ça. Au bout de quelques minutes, tu vas vouloir changer, tu vas vouloir varier, parce que tu vas vouloir éliminer les tensions que tu as accumulées dans la journée. Dans la journée. Oui. Ton corps ne sera pas détendu. Absolument. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit cours. Docteur Mbangué, est-ce que l'hygiène physique fait partie également de l'hygiène du sommeil? Oui, alors pour les insomniaques, j'insiste beaucoup sur la pratique du sport. Ok? Sur la pratique du sport 2 à 3 fois par semaine, des séances d'1 heure de temps. Parce qu'on sait que lorsque vous endormez, la température du corps commence à baisser. Okay? Par exemple, si je vous prends votre température maintenant pour être à 37, et si je la prends à 3 heures du matin, vous êtes à 36,5. Okay? La température baisse toujours d'un demi-degré lorsque vous vous endormez. Et lorsque vous pratiquez le sport, cette température a tendance à baisser un peu plus. Les grands sportifs vont avoir 1 degré de baisse, alors que le commun des mortels aura un demi-degré. On appelle ça le creux thermique. Alors, le sommeil est d'autant plus profond que la température descend. Okay? Donc, la pratique du sport aide donc le corps à baisser sa température dans le sommeil et à approfondir le sommeil. C'est pour ça que dans l'hygiène de sommeil, il faut conseiller aux malades insomniaques, à tous ceux qui ont des difficultés de sommeil, de faire du sport. Est-ce que se laver aussi, être propre, est important avant de dormir? Voilà.
Se laver est Parce que important. moi, j'ai vu sur Facebook, et ma fille m'a posé la question ce matin. Maman, est-ce que le sommeil salit? Je lui ai répondu, je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit, pourquoi est-ce qu'on demande toujours aux gens de se laver avant de dormir? Voilà. Comme si en allant dormir, on va se salir. Ah d'accord, c'est une question intelligente. Alors, l'intérêt, et je dis justement à mes malades, de se laver à 22 heures, d'une eau fraîche. Donc je leur dis souvent, une eau que vous avez gardée depuis le matin, que vous avez mise de côté. Parce que comme on est dans un climat caniculaire, le soleil chauffe les canalisations et l'eau qui sort des canalisations a tendance chaude. Voilà. Alors pour avoir une eau fraîche, il ne faut pas se laver directement avec l'eau qui sort des canalisations. Il faut donc se mettre cette eau de côté depuis le matin, lui donner la possibilité de se refroidir. Okay? Et quand vous vous lavez avec une eau fraîche, à 22 heures, l'intérêt de cela, c'est de refroidir le corps. Wow. Okay? Comme je vous ai dit que la physiologie du sommeil, c'est que la température baisse. Donc, en prenant un bain avant d'aller se coucher, on aide le corps à se refroidir par ce bain-là. Et plus l'eau est fraîche, n'est-ce pas, plus elle aide le corps à se refroidir et à enclencher le sommeil, à provoquer l'endormissement. Une fois avoir pris son bain, on va directement dans la chambre? Oui. Donc, on a pris son bain, on prend ses médicaments si on est malade. Et puis, on attend le sommeil. Oui. Il ne faut pas aller attendre le sommeil dans le lit. Contrairement à ce que font l'immense majorité des gens, ils vont attendre le sommeil dans le lit. On attend le sommeil au salon. Et quand le sommeil vient, on migre dans la chambre et on s'endort. L'idée derrière, c'est de réduire le temps entre le moment où vous vous couchez et le moment où vous vous endormez. Parce que si vous allongez ce temps, le lit va s'associer à l'éveil. Or, il ne faut pas que le lit s'associe à l'éveil. Le lit doit être associé au sommeil. Donc, il faut passer le moins de temps possible éveillé dans le lit. Dans la chambre. Et même dans la chambre. Donc, vous entrez dans la chambre quand vous avez déjà sommeil. Et dès que vous entrez, vous vous couchez, vous vous endormez. Absolument. Voilà. Docteur Mbangué, j'étais dans votre cabinet la semaine dernière et j'ai vu plein de malades. Des gens que quand on voit physiquement, on ne peut même pas imaginer qu'ils sont malades. Oui. Ils n'ont pas... Est-ce que le malade de sommeil a des signes avant-coureurs? C'est-à-dire, quand on le voit physiquement, on peut savoir que physiquement que celui-ci est malade de sommeil? Oui, alors les malades que vous voyez autour de moi, il y en a qui sont déjà en traitement, donc qui s'améliorent. Okay? Il y a des malades qui venaient, je ne dors pas du tout, docteur, maintenant ils dorment 6, 7, 8 heures de temps. Wow. Okay? On doit se presser de baisser les doses parce qu'ils dorment un peu trop. Bon. Donc vous pouvez les voir. Mais à quoi ressemble un malade qui dort mal? C'est un malade qui est tendu. Okay? Parfois, ce malade peut vous regarder comme ça pendant 5 minutes sans cliquer les yeux. Il vous regarde comme ça, il ne clique pas les yeux. Parce qu'il est tendu, n'est-ce pas? Et parfois, c'est des malades qui somnolent dans la journée. Okay? Parfois, c'est des malades qui se plaignent qu'ils ont très mauvaise mémoire, sont fatigués. Parce que l'absence de sommeil crée des fatigues. La personne est fatiguée, la personne a du mal à être vigilante, à être attentive, à être concentrée. Elle ne peut pas lire un dossier et le comprendre, elle survole les dossiers, parce qu'elle n'est pas concentrée, avec des fuites de mémoire. Et c'est aussi des malades qui peuvent qui peuvent avoir des difficultés d'humeur. Par exemple, ils peuvent être irritables, ils peuvent être nerveux, etc. Donc, le manque de sommeil crée des troubles de l'humeur. Et si ça se poursuit, vous allez avoir de l'anxiété, de la dépression et même des troubles psychotiques qui pourraient devenir un sujet psychiatrique si vous ne dormez pas dans la durée. Wow. Est-ce que donc on peut dire que la maladie du sommeil doit être considérée comme une maladie où l'État devrait jeter un coup d'œil? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'est pas concentré au travail, on n'est pas... Ça veut dire que c'est une maladie qui doit toucher l'État, le gouvernement, de telle sorte qu'il puisse avoir des indemnités. Peut-être dans des entreprises, on se rend compte qu'on a un collègue qui
qui est un peu, il y a un truc qui ne va pas, on lui donne des congés et on s'occupe de son sommeil. Vous pensez que ça devrait être comme ça? Je crois que c'est l'évolution naturelle des choses. On va y arriver petit à petit. Évidemment, l'État, dans la gestion des maladies, a des priorités. On ne peut pas dire que le sommeil soit la priorité. Okay? On ne peut pas dire que ça passe avant le paludisme. On ne peut pas dire que ça passe avant les méningites ou les poliomyélites, hein, ou les troubles psychiatriques, proprement dit. Non. Mais pourtant, ça fait des ravages. Mais ça fait des ravages. Okay? Oui. Donc, justement, excusez-moi, docteur, c'est qu'on n'a pas encore démontré que le sommeil est aussi important que... Traiter le problème de sommeil est aussi important que traiter le paludisme ou les méningites et autres. Parce que moi qui travaille dans la santé mentale, je sais à quel point le sommeil est important. Et puis quand on est en entreprise, vous pouvez le savoir, si on n'a pas de rendement, on risque de perdre notre travail. Donc tout ce qu'on va faire, c'est de nous renvoyer, pas de regarder qu'on a un problème et on devait... Puisque l'employeur n'est pas au courant. Oui. L'État même n'est pas au courant. C'est ça. Donc c'est nous qui devons montrer à l'employeur et à l'État l'importance du sommeil. Mais est-ce que le malade du sommeil sait qu'il a un problème vraiment? Oui, bien sûr. Quand vous ne dormez pas, vous savez, et vous en souffrez nécessairement. Le problème, c'est que parfois, dans l'environnement professionnel, vous n'êtes pas compris. Hein, le malade qui somnole dans son lieu de service, on se moque de lui. Voilà, pour le patron, c'est quelqu'un qui a une vie désordonnée, qui passe son temps dans les boîtes de nuit et qui vient dormir au bureau. Hein, les malades qui sont hyper somnolents, alors que c'est parfois des narcoleptiques. Hein, c'est quelque chose de terrible, même dans la famille. La dernière fille narcoleptique que j'ai eu à soigner, qui me venait de Yaoundé, me disait que dans la famille, pour les parents, c'est un enfant paresseux. Hein, c'est un enfant paresseux qui dort tout le temps. Ouais, les parents sont loin de soupçonner que ce sommeil diurne est en fait une maladie et qui se soigne. Voyez. Donc il y a un plaidoyer à faire vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des employeurs et même des gens dont on aurait attendu une compréhension facile de ces problèmes-là ne l'ont pas. Je me souviens qu'une fois, j'ai envoyé un malade qui faisait des convulsions nocturnes. Il ne convulsait que dans le sommeil. Et je l'envoie donc auprès d'un assureur pour avoir un bon de prise en charge. Et l'assureur dit non, comme il convulse la nuit, on ne peut pas lui donner un bon de prise en charge. S'il convulsait le jour, on aurait donné le contrat. C'est quoi le contrat de cette maladie convulsion? C'est une épilepsie, mais c'est une épilepsie de sommeil, parce que le sommeil a son épilepsie. Ok. Et le malade ne fait ça se voit, ça se fait comment? Ça se fait que la personne ne convulse que quand elle dort, que ce soit le sommeil de nuit ou de jour. Elle ne convulse parce que ce sont les éléments nobles du sommeil qui se mutent en potentiel géant de dépolarisation ou en activité épileptique. Donc cette personne ne convulse que quand elle dort. Okay? C'est un type particulier d'épilepsie que nous gérons en médecine du sommeil, pendant que les neurologues gèrent l'épilepsie diurne. Okay? Cette épilepsie-là, c'est une épilepsie de sommeil. Et la médecine du sommeil connaît 7 types d'épilepsie. Okay? Voilà. Bon, donc je voulais dire que l'assureur dit non, les contrats que j'ai signés avec les entreprises ne prévoient pas les pathologies du sommeil. Donc ce malade ne peut pas être pris en charge. Donc vous voyez qu'au niveau des assureurs, nous avons un plaidoyer à faire et je suis content qu'il y ait une évolution, n'est-ce pas? Et beaucoup d'assureurs commencent à intégrer que les pathologies du sommeil sont ambiantes, elles sont récurrentes, et qu'il faut les prendre en compte. Donc, au lieu de faire subir aux malades les rigidités des contrats, il vaut mieux faire évoluer les contrats pour les adapter à la réalité qui elle-même est évolutive. Wow. Ouais. Ça fait froid dans le dos de savoir tout ça. C'est pour ça qu'au quotidien, moi je plaide surtout pour la prévention. Dans ce domaine, prévenir, c'est toujours déjà guérir. Il faut savoir que le corps a 3 pouvoirs. Le corps a un pouvoir d'auto-équilibre. Le corps a un pouvoir d'autodéfense. Et il a même un pouvoir d'auto-guérison, d'auto-réparation. Tout à fait. Donc, comment
préserver ces 3 pouvoirs-là. Mon combat au quotidien, c'est ça. Ne pas attendre d'avoir soif pour creuser le puits. Bien sûr, on va dire, et quand on est déjà malade, ce qui est aussi important, c'est se rappeler que il faut faire confiance au corps. Que le corps recèle des trésors, ces 3 trésors-là. Et qu'il faut aller à la quête de ces 3 trésors. Parce que si on cherche des solutions au loin, en fait, on s'éloigne toujours du corps, donc de la nature. Toutes les solutions sont ici, dans la nature, dans le corps. Le problème, c'est que nous ne prêtons jamais attention à notre corps, en partant de notre posture. Parce que notre posture va déterminer ce que nous allons manger. Et la qualité même de ce que nous allons manger. Toujours notre posture qui va déterminer le mouvement juste, parce que si la position n'est pas juste, le mouvement ne peut pas être juste. Donc, il n'y aura pas une juste relation avec le prochain, qui sera donc source aussi de tension. Et tu parlais de l'eau tout à l'heure. Ta fille a dit pourquoi est-ce qu'il faut aller se laver. Je dirais aussi, pour apporter un plus, c'est que notre corps, c'est déjà au moins 70% d'eau. Mais l'eau a cette capacité, l'eau a une mémoire, a cette capacité à capter toutes les ondes, toutes les fréquences autour de soi. Notre corps étant de l'eau, tout ce qui a comme onde négative ou positive, le corps capte. Nous sommes dans un environnement de plus en plus stressant, anxieux, etc. Le corps capte tout ça. Quand il capte tout ça, alors l'eau perd sa fluidité. Tout stagne en nous. C'est comme si on se transformait en glace. Ce sont en fait des zones de blocage, de tension en nous. Comment faire en sorte que on anticipe, on élève sa fréquence vibratoire? Je dis, tout passe toujours par la posture. Parce que si ta fréquence vibratoire est élevée, quel que soit ton environnement, cette lumière, cette fréquence vibratoire élevée va l'emporter sur les ondes négatives qui pullulent autour de nous. Mais si nous ne sommes pas vigilants par rapport à ces ondes négatives, si on sous-estime ces ondes-là, on sera constamment noyé. Mais Maître Clovis, est-ce que vous conseillerez quand même aux gens de prendre un bon bain avant de se laver chaque soir? Mais c'est même essentiel. Même si on ne peut pas, déjà prendre un bon bain, c'est bien. Mais l'autre chose, c'est simplement de placer des pieds dans l'eau. Moi, je dis constamment à mes élèves, voire à des patients, puisque j'ai fait 16 ans de rééducation fonctionnelle dans une clinique de la place, ce que je conseille souvent, c'est un seau d'eau, placer juste les pieds dedans. L'eau apaise de toute façon. Et en fait, quand on prend une douche ou quand on a les pieds dans l'eau, c'est comme si on était dans le ventre de sa maman. On se sent apaisé, relaxé. Et quand on est apaisé, relaxé, alors on lâche aussi prise. Donc l'eau favorise le lâcher prise. L'eau coule en allant vers le bas. Le problème, c'est qu'avec la tension nerveuse, émotionnelle, nous sommes toujours perchés. Nous n'arrivons plus à lâcher prise. De plus en plus, comme nous sommes hyper connectés à tout, au téléphone, aux informations anxiogènes autour de nous, constamment donc, nous marchons comme sur la pointe des pieds. Et les pensées parasites et toutes ces ondes négatives-là nous gardent enfermés, piégés. Et comment s'en sortir? Autre chose, ce n'est pas seulement, il faut prendre une douche, d'accord, il faut peut-être mettre des pieds, d'accord, dans l'eau, d'accord, mais pour beaucoup aussi, la prière. Parce que prier aussi, c'est simplement dire que ta volonté soit faite. Donc, abandonner mon propre dialogue intérieur, bavardage intérieur. Être capable de s'arrêter et de dire, bon, maintenant là, toute la journée, j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant, c'est à toi de prendre le relais. Donc, une bonne prière ou au-delà donc de la méditation. Et la méditation passe par la respiration. Si je respire consciencieusement, ça apaise le mental. Ça stoppe les pensées parasites. La pensée, c'est quoi? C'est la mémoire. La mémoire, c'est quoi? C'est du passé au futur. Donc, je ne suis pas présent.
Nous nous sommes dit tout à l'heure, et j'étais d'accord donc avec le docteur, qu'on dort comme on est. Mais être, c'est être présent. Est-ce que nous sommes présents? Rarement. Voilà pourquoi le sommeil profond fout le camp. Parce que nous sommes rarement présents, en fait. Nous sommes où? Ah, bonne question. Nous sommes parasités. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Le monde, l'ordre des choses, nous l'avons inversé. C'est le démon. Toutes ces pensées parasites-là qui nous bouffent, qui nous dévitalisent et nous éloignent donc justement, de la nature, donc de nous-mêmes. Est-ce que les pensées peuvent être un facteur de nuisance du sommeil? Oui, éminemment. Éminemment. Vous savez, la plupart des insomnies que nous avons sont des insomnies psychophysiologiques. J'en ai parlé un tout petit peu la semaine dernière, par opposition aux insomnies qui seraient liées, par exemple, au travail posté, c'est-à-dire au travail aux heures de nuit, aux insomnies qui seraient liées, par exemple, aux substances ou aux médicaments. Vous savez qu'il y a des médicaments, les substances, quand vous les prenez, vous ne dormez pas. Le banga, par exemple, et toutes ces substances qui sont psychodysleptiques créent des insomnies. Mais la plupart des insomnies, mais on pourrait aussi parler des insomnies idiopathiques, c'est-à-dire dont on ne connaît pas la cause, qui partent de l'enfance. Mais la plupart des insomnies que nous vivons sont des insomnies psychophysiologiques qui sont donc liées à des événements stressants. Et parmi ces insomnies, l'une des causes, c'est le sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité est un sentiment difficile à porter, okay, lorsque vous vous sentez coupable. Et quand je soigne ces malades, je leur demande souvent, est-ce que vous avez un sentiment de culpabilité? Quelque chose que vous avez fait et que vous vous reprochez. Okay? Et vous avez des gens qui disent, ma soeur est morte, le dernier malade que j'ai eu me dit, ma soeur est morte, et j'avais eu un petit accrochage avec elle, et elle est morte dans son sommeil, je n'ai pas eu le temps de me réconcilier avec elle. Wow. Voilà, une idée comme ça, vous pouvez perdre le sommeil. C'est vrai. C'est vraiment, votre soeur est morte, vous n'avez pas eu le temps de régler un petit problème de rien du tout avec votre soeur. Et ça peut vous empêcher de trouver le sommeil. Oui. Justement, Cathy, vous qui travaillez avec, elle travaille avec les malades mentaux. Oui, les malades mentaux. Est-ce que, justement, beaucoup de malades ont ces problèmes de sommeil aussi parmi vos malades? Oui, les malades mentaux, leur plus gros problème, c'est même le sommeil. Wow. Ils ont des problèmes en fonction de la gravité de la situation. Le sommeil peut venir un peu comme il peut ne pas venir du tout. Parce que parmi ces malades, il y en a qui ne dorment que si on leur donne des médicaments. Et parfois, on leur donne des médicaments très forts. Donc, le sommeil est très important. C'est pour ça qu'en offre, tout à l'heure, je disais au docteur Banguelove que je dois venir dans sa clinique parce qu'il fait partie de la chaîne de référencement, de l'accompagnement psychosocial. Je voudrais aussi ajouter qu'à part le pardon, le sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité. Il y a aussi la rancœur. Tout à fait. Parce que la rancœur est une pourriture. Tout à fait. Pour notre petit cerveau, pour notre sommeil. Il y en a qui ont une rancœur telle que ils n'arrivent même plus à travailler, ils n'arrivent même plus à sourire. Par conséquent, ils ne peuvent plus dormir. C'est-à-dire, docteur Banguelove m'a fait quelque chose il y a 20 ans. Je n'oublie pas. Et chaque jour, il a encore ajouté, tel a fait ça, tel a fait. Les gens sont emprisonnés dans la rancœur de telle sorte qu'ils finissent par attraper la dépression. Donc, il faut aussi apprendre à pardonner. C'est dur, hein, parce qu'il y a des moments où les gens nous font des choses. Surtout, je le vois beaucoup dans le cadre de mon travail, je le vois dans les familles. Dans les couples, les familles polygamiques, c'est grave. Les enfants s'entre-déchirent. Et même dans les familles... Oui, bon, les familles normales, ordinaires. Il y a aussi ces problèmes-là. Donc, beaucoup de gens souffrent du sommeil parce qu'ils ne sont pas bien dans leur tête. Tout à fait. Et ça, il faut le prendre en compte. Je voudrais revenir sur le plaidoyer que nous devons faire auprès de l'État. Parce que on voit que c'est extrêmement important qu'on prenne en compte le sommeil. Le sommeil, c'était comme le problème de santé mentale. Hein. C'était une banalité. Certains disaient que... Quelqu'un m'a demandé un jour si je peux traduire le mot dépression en patois. Parce que pour dire que ça n'existe pas. Si quelqu'un ne dort pas, dans la famille, on lui dit il faut dormir. Pourquoi tu ne dors pas?
J'ai eu une malade récemment. Dans la famille, on lui demande, tout le monde l'appelait, tu as dormi. Non, il fait l'effort de dormir. Ce n'est pas ça la solution en fait. Ça, ouais. Donc, si nous devons beaucoup travailler là-dessus parce que ça crée des problèmes même au niveau de l'école. Parce que même les enfants, il y en a qui n'arrivent pas à dormir. On néglige souvent les problèmes des enfants. On dit, oh, c'est un enfant, il a quel problème? Mais les enfants ont des problèmes à la maison. Ce qu'ils vivent dans leur famille les empêche de dormir. Ils deviennent violents. Ils commencent à prendre des substances pour devenir plus forts. Ou alors, quelqu'un lui a dit, si tu ne veux pas dormir, si tu as envie de dormir, tu peux faire telle ou telle chose. Donc, ce problème de sommeil-là, prenons-le aussi. Mais justement, on va parler tout à l'heure du paludisme, on va parler des variants de corona, on l'a annoncé en début d'émission, docteur Hobson est déjà là, avec le sommeil. Docteur Mbangue, est-ce que les gens ne sont pas souvent eux-mêmes la cause de leur insomnie? Je vois des gens qui mangent la cola, qui font des choses, qui disent que non, moi je coupe le sommeil, je fais ceci, c'est là parce que je dois travailler toute la nuit. Donc, est-ce que à la longue, à force de prendre ces substances-là, ça ne va pas aller plus tard détruire votre hygiène de sommeil? Absolument. Avant même de parler de la personne elle-même, la société elle-même, regardez, quand on est dans la journée comme ça, vous ne voyez pas des lieux d'ombre. Il n'y a pas d'ombre dans la journée. Il n'y a que la lumière partout. Mais dès que vous arrivez la nuit, il y a plein de lumière partout. Vous voyez? Ça dit que les nuits sont trop éclairées dans la civilisation moderne. Et ça, c'est une grande source d'insomnie. Wow. Oui. Et le fait que les nuits sont éclairées. C'est tous les jours qu'on demande aux maires d'ajouter la lumière. Okay? On ajoute la lumière. Là, il y a la lumière partout. Oui, Okay? c'est pour protéger aussi voilà. la population. Il y a trop d'agression. Il y a trop d'agression. Donc la civilisation elle-même, de par ces lumières qui n'en finissent pas la nuit, ne favorise pas le sommeil. La civilisation elle-même, par l'activité économique qui se déploie la nuit, hein, les avions qui volent la nuit, les hôpitaux qui travaillent la nuit, les bruits qui sont la nuit, tout ça n'est pas favorable. Vous savez, des gens qui travaillent dans des usines, et voilà, donc ils deviennent des insomniaques parce que les boîtes de nuit, tous ces DJ qui sont dans les boîtes de nuit, qui vous disent tous les jours, je dois mettre la musique, ils finissent par détruire. Donc le travail posté, n'est-ce pas, le travail aux heures de sommeil. Okay? Donc le sommeil a été, notre société n'a pas accordé la valeur qu'il faut au sommeil. Elle a bradé le sommeil contre les avantages économiques de toutes sortes. Maintenant, sur le plan personnel, il y a les gens ont des comportements qui sont très nuisibles au sommeil. Okay? Par exemple, vous avez parlé du café. Bon, je ne dis pas qu'il ne faille pas boire du café, mais dès l'instant où on commence à avoir des soucis avec le sommeil, il faut mettre de côté tous ces stimulants, le café, le thé, le Coca-Cola et tout ça. Je dis ça à mes malades insomniaques. Vous éliminez ces choses-là, ok? Parce que ce sont des psychostimulants qui stimulent, n'est-ce pas? Donc, à la longue, ça peut créer... Oui. Ça, je voulais parler des enfants. Oui. Hein, les enfants qui ont leur tablette et qui pianotent à longueur de nuit. Oui. Vous savez, déjà, l'enfant a, de par les remaniements des neurones qui se font dans son cerveau, tendance à avoir ce que nous appelons un retard de phase, c'est-à-dire à dormir tard. Okay, de par les remaniements qui se font dans son cerveau. S'il ajoute donc à ça le maniement des écrans, n'est-ce pas? Et ces écrans émettent des lumières bleues, des ondes lumineuses qui éloignent, qui reportent à plus tard la sécrétion de l'hormone de sommeil. Donc, l'âge de l'enfant, okay, avec le remaniement cérébral qui se font, et l'utilisation des outils électroniques font en sorte que les enfants se dorment de plus en plus tard. Et comme la société veut qu'ils se lèvent tôt, okay, parce que vous êtes libre de dormir quand vous voulez, mais vous n'êtes pas libre de vous lever quand vous voulez. Comme ils doivent se lever tôt pour aller à l'école, il s'ensuit donc, n'est-ce pas, une réduction de temps de sommeil. Donc les enfants dorment, ils sont en privation de sommeil. Ils ne dorment pas assez. Et cela va avoir un impact dans leur scolarité, dans leur tempérament même. Ils peuvent être plus irritables, plus tendus, peuvent avoir des capacités cognitives diminuées, c'est-à-dire la scolarité ne retient pas bien. On ne retient pas bien voilà. parce qu'on ne dort pas assez. Pas assez. On dort pas Donc,
est-ce que le manque de sommeil peut jouer même sur l'intelligence de l'enfant? Absolument. Sur les notes à l'école? Absolument. Sur le rendu? Tout à fait. Si l'enfant ne dort pas assez, n'attendez pas de lui de bonnes notes à l'école. Il aura des fuites de mémoire, il aura des difficultés d'apprentissage, des difficultés d'attention. C'est-à-dire que suivre même un enseignement et raisonner, parce que le maître, le professeur l'amène à raisonner, à comprendre. Et tout ça, ça demande des capacités cognitives qu'il perd parce qu'il ne dort pas assez. Vous avez parlé tous les deux du sommeil profond, de la qualité du sommeil. Oui, tout à fait. C'est quoi la qualité du sommeil? Parce que depuis là, ma tête est en train de dire que peut-être je n'ai pas une bonne qualité de sommeil. Oui. Alors, en médecine du sommeil, nous enregistrons le sommeil et nous avons dans la microstructure du sommeil ce qu'on appelle les ondes delta. Ces ondes delta, ce sont des ondes lentes de 0,5 à 3,5 Hz par seconde. Et donc, ce sont ces ondes-là qui font la puissance delta et qui font la profondeur du sommeil. OK? Enfin, on peut diviser le sommeil en 5 types. Stade 1, c'est un sommeil léger. Stade 2, c'est un sommeil léger. Donc, le sommeil léger est divisé en 2, 1 et 2. Et le sommeil profond lui-même, il est divisé en 2, 3 et 4, n'est-ce pas? Selon la fréquence des ondes delta et le sommeil paradoxal. OK? Voilà. Donc, le sommeil profond, c'est celui qui est caractérisé par les ondes delta. Et ça, on le voit donc à la polysomnographie. C'est une donnée neurophysiologique. Voilà. Et c'est ça qui fait le sommeil réparateur. Okay, quand vous vous levez et que vous avez le sentiment que vous avez profondément dormi, c'est que vous avez une bonne puissance delta, c'est-à-dire que vous avez développé suffisamment des ondes delta et que votre sommeil sera donc réparateur. Sinon, vous pouvez dormir, comme il a dit, mais un sommeil léger. Vous parlez de sommeil réparateur. Moi, nous, on entendait souvent, on disait qu'il y a souvent un petit sommeil là que tu peux avoir même 30 minutes. Oui. C'est un bon sommeil réparateur. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Et il peut être court, mais il peut être fait surtout de sommeil profond. Et à ce moment-là, il est réparateur, oui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ce sommeil profond là, disons simplement je ne sais pas si c'est bon sommeil ou sommeil profond. Oui. Ou les deux à la Moi, il y a des jours, je dors souvent dans l'après-midi comme ça. Un sommeil tellement joli que quand je me réveille, je repense à ce sommeil-là. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce genre-là. Observons un peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il se passe que le mental peut être à la fois local et non local. Il y a l'hémisphère gauche, il y a l'hémisphère droit du cerveau. Que fait l'hémisphère gauche du cerveau? L'hémisphère gauche, en permanence, est dans son monologue. Il se parle à lui-même. Il analyse, il pèse, il sous-pèse. Donc, constamment, il y a ce bruitage intérieur. En fait, quand par le concours des circonstances, tu peux répondre au sourire d'un enfant, simplement le fait de répondre au sourire d'un enfant ou de regarder une fleur ou tout simplement de sentir un courant d'air te balayer, passer sur le visage, à ce moment-là, on court-circuite la perception, ce mental local, et on bascule dans l'hémisphère droit du cerveau qui est la perception non locale. À ce moment-là, il y a un apaisement. On court-circuite et on bloque le dialogue intérieur. En bloquant ce dialogue intérieur, la conscience se dilate et automatiquement notre fréquence vibratoire augmente. Vu de l'extérieur, on est très très détendu puisque nous ne sollicitons plus nos 5 sens dont le système nerveux central est au repos et le système nerveux autonome est activé. Donc spontanément, la respiration devient profonde. Voilà. Le système neurovégétatif entre en mouvement. Et quand on respire profondément, automatiquement, on se recharge, on se revitalise. En fait, il y a le calme à l'extérieur, en surface, mais en profondeur, il y a ce mouvement, cet élan naturel qui se remet en activité. À ce moment-là, même si tu n'as pris que... Tu n'as fait ce break, tu n'as trouvé ce sommeil, cette sieste que pendant 5 ou 10 minutes, c'est comme si tu avais fait 1 heure, 1h30 de sommeil. On l'obtient aussi par la méditation. En fait, celui qui sait méditer, il lui suffit de 5 à 10 minutes pour se revitaliser, pour se recharger. Parce qu'il sait comment aligner. Voilà, il sait comment aligner son corps, bien respirer, donc court-circuiter le mental local, parasite,
pour dilater son mental qui est non local, la perception globale, qui est source donc de revitalisation, donc de lâcher prise. Absolument. En tout cas, merci beaucoup, Maître Clovis. Cathy, il y a souvent aussi le paludisme. Quand on est en pleine période de paludisme, quand on a attrapé ça, on n'arrive pas à dormir. Docteur Mbangue, elle, c'est le paludisme. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait que quand on a le paludisme, on ne dort pas? Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que quand on a le paludisme... D'abord, le paludisme a tendance à créer une hyperthermie. Et comme je vous l'ai dit, le corps qui s'endort se refroidit physiologiquement. Okay? Et le paludisme fait le chemin inverse. Il crée une hyperthermie. Et toute maladie qui crée une hyperthermie contrarie le sommeil. Okay? Vous comprenez ça? Je ne suis pas médecin. Voilà. Donc, toute situation qui fait monter la température, c'est pour ça que quand vous êtes dans un climat comme ce microclimat, vous vous couchez là, vous dormez parce qu'il fait frais. Okay? Mais dès que vous êtes dans un climat chaud, le climat chaud chauffe votre corps, votre température monte et vous avez du mal à dormir. C'est pour ça que notre climat caniculaire sous les tropiques n'est pas très favorable au sommeil. Okay? Alors que le climat doux est plus favorable. C'est pour ça que je dis souvent à mes malades, dès que vous devenez un insomniaque, essayez de climatiser votre chambre. Ce n'est plus un luxe pour vous. Ça peut être un luxe pour les autres, mais pour vous, ça devient un traitement. Parce que vous créez des conditions climatiques qui favorisent la baisse de la température du corps et l'endormissement. Donc le paludisme a donc cet inconvénient-là. Et on pourrait trouver d'autres explications au fait que quand on est... Et puis pour dormir, il faut avoir une certaine... Il faut être à l'aise. Quand vous avez des maux de tête, comment vous allez dormir? Quand vous avez des douleurs articulaires, comment vous allez dormir? Hein? Quand vous avez la fatigue, okay, que le paludisme donne, comment vous allez dormir? Quand vous avez l'anorexie, vous n'arrivez pas à manger. Quand vous êtes inquiet, vous ne savez pas trop ce que vous avez. Okay? L'inquiétude, comme disait Maître Clovis, quand votre esprit n'est pas tranquille, comment vous allez dormir? Donc le paludisme réunit toutes ces conditions pour faire en sorte que vous ne dormiez pas. Okay? Donc c'est pour ça que l'insomnie fait partie des signes cliniques du paludisme grave. Du paludisme grave. Mais je vais ajouter pour dire que si la grande majorité des paludéens sont insomniaques, on a des formes d'hypersomnie. C'est-à-dire que chez certains, c'est plutôt la tendance à dormir beaucoup. Okay? Oui, certaines personnes sous paludisme ont plutôt une somnolence diurne, somnolent. Le paludisme ne leur crée pas des insomnies, mais des hypersomnies. J'ai eu un malade comme ça qui m'est venu de la Quintini. On lui a dit, bon, vous dormez trop, allez voir le médecin du sommeil. Docteur Mbangue, vous soignez également les hypersomnolents? Mais bien sûr. C'est notre pain quotidien en médecine du sommeil. Nous soignons ceux qui dorment pas assez et ceux qui dorment beaucoup. Et ceux qui dorment à contre-temps. Parce que le sommeil, ce n'est pas seulement de dormir beaucoup, c'est aussi à dormir contre-temps. Oui. C'est-à-dire que là, imaginez que l'un de nous se mette à dormir là, pendant que nous sommes en train de faire l'émission. Ok? C'est pathologique. Ok? Wow. On ne doit pas dormir dans certaines circonstances. Si vous êtes au volant et que vous dormez, ok? Un professeur qui est en train de donner un cours et qui s'endort pendant le cours. Un DG qui est en train de diriger une réunion et qui s'endort dans la réunion. Quoi. Donc il dort à contre-temps. Et ça, c'est pathologique. Et il y a beaucoup de gens qui dorment comme ça. Hein. Oui. Parfois, certains, ils sont en train de causer. Oui, et s'endort. Ils s'endorment profondément. Oui, j'ai eu un malade qui s'endort. Son mari dit que quand elle va aux toilettes, elle s'endort aux toilettes. Elle va aux toilettes pour se mettre à l'aise et elle s'endort, c'est le matin qu'on la trouve aux toilettes. Et elle est en train de manger, elle dort dans la table avec la nourriture dans la bouche. Okay? Au bout de ça. C'est le mari qui dit ça. Elle dit non, elle ne dort pas. Alors, elle nie. Mais le mari confirmait que cette dame, sa femme, dort à contre-temps. Donc, elle était hypersomniaque, n'est-ce pas? C'est important, Dr Mbangue, de le mentionner parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que les problèmes de sommeil sont toujours liés au manque de sommeil. Donc, il y a des problèmes liés au trop plein de sommeil. Au trop plein de sommeil. Oui, il y a des problèmes liés au trop plein de sommeil. Oui. Bien.
chers téléspectateurs, j'aimerais proposer quelque chose à ceux qui nous regardent. Je voulais qu'on le fasse à la fin. Oui, à la fin de l'émission pour que vous nous fassiez un peu quelques petits exercices et quelques petits étirements. Ce serait une très bonne chose. Une petite mise en bouche. Voilà. Une petite mise en bouche. Je vous propose ceci à la maison. Pour trouver le sommeil profond, comme je l'ai dit tout à l'heure, le corps c'est 70% d'eau. La force de l'eau, c'est la fluidité. C'est qu'il ne faut surtout pas que ça stagne. Pour que l'eau ne stagne pas en vous, il faut créer une cohérence entre le corps et le ressenti des émotions. Par exemple, intérieurement, désolé, désolé, désolé. Pendant que je dis désolé, je fais comme ça. J'inspire, j'expire. C'est le mouvement de l'eau, juste comme ça, créer cette fluidité. Léger, l'eau, léger, épaules détendues, mâchoire desserrée, l'eau, désolé, pardon, 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 léger, l'eau, désolé, pardon. Donc, émotionnellement, ne rien garder. Faire la paix avec le passé et simplement, physiquement, dissoudre les tensions. Dissoudre. La vie, c'est d'abord le mouvement. À partir d'une bonne posture, laissez-vous aller, harmonisez le corps, le mouvement, la respiration et automatiquement, ça va apaiser, pacifier le mental et sans vous en rendre compte, vous allez inviter cet état non mental qu'on appelle le sommeil profond. Wow. Voilà. Ça fait du bien. Oui, je voulais dire, elle a dit une chose qui m'a intéressé, faire la paix avec le passé. Ça c'est quelque chose qui est très pertinent. Et quand je reçois mes malades du sommeil, je passe leur passé au peigne fin. Ok ? Je passe leur passé au peigne fin pour voir dans le passé qu'est-ce qui a pu être cause, n'est-ce pas, d'une rupture de sommeil. C'est pour ça que Maître Clovis ici nous parle de pardon. Demander pardon. Il faut constamment vider son. Il faut constamment vider son âme, son mental et demander pardon à tout le monde. Voilà. Essayer d'être propre dans sa tête pour pouvoir dormir comme un bébé. Tout à fait. Il faut tourner la page des événements douloureux du passé. Il faut éviter de faire des fixations sur des personnes, sur des sites, sur des événements, n'est-ce pas? Ces fixations-là ne sont pas bonnes. Et je dis souvent aux malades, ayez une pensée alternative. Ne pensez pas toujours à la même chose, même si cette chose est fondée. Variez votre pensée, variez la thématique de votre pensée, aérez votre esprit, cela vous pourra aider à dormir. Vous voyez? Donc il y a une hygiène mentale, n'est-ce pas, qu'il faut avoir. Comme je disais, on dort un peu comme on est. Il faut apprendre à être, n'est-ce pas, pour dormir. Donc le pardon fait partie. Non seulement pardonner les autres pour tourner la page, mais se pardonner soi-même. Et se pardonner soi-même. Bangué, vous êtes en train de dire quelque chose qui me touche énormément parce qu'elle sait, Cathy, que c'est ce que je prône toujours en disant pardonner, tolérer et soyez même patient, acceptez les autres parce que c'est important de faire un vide dans son cœur pour pouvoir même dormir. Pour pouvoir dormir. Tout à fait. Parfois, il faut aussi accepter sa situation. On a vu des gens qui se sont suicidés. Oui, tout à fait. Parce qu'ils n'arrivaient pas à dormir. Mais bien sûr. Moi, je connais quelqu'un qui est décédé. Il paraît que c'était un féminin, bien il a été entré dans des trucs bizarres. Donc, il avait fait tellement de mal aux gens qu'il n'arrivait. La nuit, il entendait les gens parler dans ses oreilles. La nuit, il ne dormait pas. Et à la fin, finalement, il s'est dit, si je ne dors pas, à quoi ça sert? Il s'est tué. Oui, j'ai eu un malade qui est venu me voir, qui m'a dit qu'à une époque, il a décidé de se donner la mort. Il est allé sur le pont de la Dibamba pour se jeter à l'eau. Comme il sait qu'il ne sait pas nager, bon, il se dit, si je me jette à l'eau, c'est terminé. Mais il a eu un dernier réflexe, n'est-ce pas, pour ne pas se jeter. Bon. Donc, il ne faut pas prendre ces problèmes à la légère. Quand on ne dort pas,
on développe une anxiété et une dépression. Et la caractéristique de la dépression, c'est qu'on développe des idées suicidaires. Voilà. On développe des idées suicidaires. Et ça, c'est directement lié à l'absence de sommeil. Alors, les insomnies créent la dépression crée l'insomnie. Et très souvent, ces deux choses coexistent, n'est-ce pas, et créent une synergie, n'est-ce pas. Le type, il est à la fois insomniaque et dépressif. Et il faut soigner les deux. C'est pour cela qu'il faut éviter cette médecine de sommeil à la petite semaine qui dit « Docteur, je ne donne pas Stinox, docteur, je ne donne pas un peu de Valium ». Il faut éviter ça. Parce que vous n'avez pas fait le bilan de toutes les mobilités. Quand j'étais dans votre cabinet, justement, j'ai vu que vous prenez le temps pour écouter vos patients. Vous avez des carnets, vous notez, vous écrivez tout pour savoir exactement pourquoi cette personne ne dort pas. Moi, je voudrais poser la question à Dr Hobson qui nous a rejoint. Bonjour. C'est vrai en dernière minute. Dr Hobson, est-ce que le Covid peut aussi entraîner justement ces insomnies? Vous découvrez, on fait un test, vous découvrez que vous êtes positif. Et c'est comme, est-ce que ça peut aussi être une occasion d'insomnolence? Absolument, absolument. Le Covid, d'abord, vous comprenez que quand vous testez positif, il y a la peur qui s'installe dans le corps. Il y a l'anxiété et il y a le stress. Et le stress élevé peut vous empêcher de dormir. Vous devez savoir comment le cerveau fonctionne. Il y a en fait 5 étapes de traitement d'informations au niveau du cerveau. Il y a d'abord ce qu'on appelle les impulsions sensorielles. C'est-à-dire que nos sens sont là pour réceptionner des informations. Ensuite, il y a la perception. Chacun de nous a la perception de son environnement. C'est-à-dire qu'on peut voir la même chose, mais regarder la même chose et voir ça différemment. Il y a la perception. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les sentiments. Comment notre corps ressent tout ce qu'on perçoit. Et la 4e étape, c'est les pensées. On focalise sur quelles pensées? Les pensées négatives, les pensées positives. Et c'est tout cela qui crée ce qu'on appelle le comportement. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes de sommeil, vous créez un comportement qui est presque inconscient. C'est-à-dire que ça arrive sans que vous puissiez le contrôler. Donc, une fois qu'on comprend tous ces principes-là, on doit comprendre qu'on doit absolument gérer son stress. Et la gestion du stress, il y a plusieurs techniques pour gérer le stress, justement. Parce qu'il y a l'univers extérieur et l'univers intérieur. Vous avez parlé tout à l'heure de la patience, par exemple. Les gens qui sont impatients, c'est généralement les gens qui sont irrités. C'est-à-dire que intérieurement, ils veulent que les choses aillent vite. Et quand quand il n'y a pas harmonie entre notre univers intérieur et l'univers extérieur, il y a un conflit qui est créé. Et ça élève le niveau de stress et d'anxiété et on ne peut pas dormir. Donc si on a des problèmes, par exemple, on a face aux problèmes tous les jours et qu'on n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là, vous avez parlé par exemple de pardonner. En anglais, nous on dit dans la culture anglo-saxonne que pour mener une bonne vie, il faut avoir 2 qualités. Il faut être grateful and graceful. Grateful, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous devez être reconnaissant. Et puis, graceful, c'est un peu être tolérant, c'est-à-dire que raisonnable. Donner la grâce. Justement, si vous êtes raisonnable et tolérant, vous allez voir que votre vie va avoir de moins en moins de stress parce que vous appliquez ce qu'on appelle la loi de la relativité. Au lieu de rester là à vous plaindre que « Oh, moi, j'ai pas ceci. Oh, ce qui m'est arrivé, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. » Vous vous comparez aux gens qui ont moins que vous. Et ça va vous calmer à l'intérieur. Et ça va vous mettre en harmonie avec votre environnement extérieur. Et ça vous permettra justement de contrôler un certain nombre de dysfonctionnements que vous avez dans le corps. Dr Hobson, cette semaine, moi j'ai observé en ce qui concerne le coronavirus, c'est comme si ça baissait. Enfin, c'est en train de baisser. Surtout au Cameroun. C'est en train de baisser. Mais ailleurs, c'est chaud. Oui, non, mais on est déjà. Ailleurs, on est même déjà le confinement. On a un autre confinement en France qui a été annoncé. Oui. Mais sauf que nous, ici, les gens nous appellent et on leur donne nos solutions. Je vous dis, les gens doivent le reconnaître. En Afrique subsaharienne, l'OMS le reconnaît. 80 à 90% de patients ont recours à la pharmacopée africaine. Ça, c'est une réalité, c'est des statistiques. On ne vend pas ça. C'est-à-dire que les gens qui ont été exposés à ce virus-là, 80 à 90% ont recours aux plantes. Donc, et s'ils le font, il n'y a que 10% qui vont à l'hôpital et tout, et peut-être parmi eux, il y a quelques victimes. Oui. Donc... on dit qu'il y a un variant qui ressemble au paludisme, on en parlait tout à l'heure avant que vous n'arriviez. Ça donne, on a la fièvre, on a les maux de tête, on a tout ça. Est-ce que c'est vrai? Oui,
Oui, c'est vrai, parce que c'est un variant qui diffère un peu du variant de l'année dernière, qui était beaucoup plus axé sur, par exemple, le rhume, la toux, des choses comme ça. Là. Maintenant, on constate qu'il y a de plus en plus de personnes, parfois même qui ont eu des tests. Il y a des tests qui ont été, par exemple, faux négatifs ou faux positifs. Et la personne est décédée parce que on a compté sur le test tellement que le test, finalement, s'est révélé un test fallacieux. Donc, quand vous avez ces symptômes-là, moi, je pense que au-delà du test, il faut prendre des précautions. Peut-être si vous avez la possibilité d'éliminer les symptômes, c'est une bonne chose. Hein, parce que vous allez commencer avec des symptômes de ce qu'on pourrait appeler la typhoïde. On vous dit vous avez la typhoïde. Bon, peut-être à un certain moment, vous allez contrôler la température, mais après un certain temps, vous avez un resserrement au niveau de vos poumons. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a 2 semaines, j'ai traité ces symptômes-là. Qu'est-ce qui m'arrive? Et parfois, ça devient fatal au bout de quelques temps. Et ça va très vite. Est-ce que, docteur Hobson, le masque est vraiment nécessaire pour nous, les Camerounais? Moi, je pense que le meilleur masque, c'est le système immunitaire. C'est ce que je dis toujours et je vais toujours le dire. Les gens qui renforcent leur système immunitaire n'ont pas besoin de masque. Parce que si vous avez un système immunitaire fort, et si on crée un système immunitaire collectif acquis comme on l'a fait l'année dernière, peut-être que ce n'est pas dans la nomenclature de la médecine conventionnelle, mais c'est ce qui s'est passé l'année dernière pour qu'on puisse contrôler la pandémie ici. C'est-à-dire que le maximum de personnes avaient renforcé leur système immunitaire et ça a permis que la pandémie soit contrôlée. C'est ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui. Maintenant, si vous êtes à l'hôpital, bon, moi je pourrais dire, vous êtes à l'hôpital, vous êtes peut-être dans un lieu confiné, hein, mais quand vous êtes dans votre voiture seul, il n'y a pas de raison de mettre un masque. Hein, tu vois, les gens qui ont des masques dans leur voiture. C'est incroyable. Ça n'a pas de sens du tout. Vous comprenez? Si vous êtes dans un lieu où peut-être vous soupçonnez d'avoir été infecté ou bien vous avez peur de contracter le virus, de le transmettre aux autres, vous pouvez mettre le masque. Mais je dis une fois encore, le meilleur masque, la meilleure protection, c'est notre système immunitaire. Et si on le fait, je pense qu'on va encore être au-dessus de cette pandémie. Et nous sommes là parce que nous avons des solutions et on va continuer à en produire. Parce qu'on sait que ce n'est pas la fin. D'ici la fin de l'année, on risque d'avoir d'autres variants qui vont arriver. On n'est pas sorti... Non, pas du tout, pas du tout. On risque d'avoir de multiples variants. À votre avis, concrètement, vous qui avez décidé de prendre à saut ce virus-là, de coronavirus, cette maladie, vous vous dites que ça peut être éliminé d'ici combien d'années? Disons que les gens, nous on veut vivre. Hein. Ça va dépendre. Moi, sincèrement, j'ai envie de voyager. Aujourd'hui, Facebook m'a rappelé que ça fait 1 an que j'arrive, et ça fait 2 ans que j'arrivais à Paris pour mes vacances. J'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller en France, j'ai envie d'aller à New York, j'ai envie d'aller dans le monde entier. Aujourd'hui, on a peur de prendre l'avion. On a peur parce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais trouver là-bas? On veut voyager, on veut revivre. Oui, mais le problème, combien de temps encore? Le problème, c'est que c'est difficile à dire. Si ce n'était que le vaccin, je pense qu'on aurait déjà trouvé la solution. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même vacciné énormément de gens, par exemple aux États-Unis, mais il se trouve qu'il y a une nouvelle vague qui arrive encore, malgré le fait qu'on a vacciné les gens. Dans certains États, et on a découvert un nouveau variant là-bas qui est en train de monter en puissance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on risque de refaire la vaccination. Hein, parce que ce nouveau variant est peut-être résistant aux vaccinations qui ont été effectuées déjà. Donc c'est un peu ça le risque. Mais beaucoup de gens disent qu'on risquera de vivre avec... Mais on a vu les images, Dr Hobson, je ne sais pas, Dr Mbangue, si vous avez vu aussi les images au Kati, en Israël. Toute la population a été vaccinée. Ils ont tout réouvert, ils ont tout refait, ils revivent normalement. Oui. La vie est belle en Israël. Tout à fait. C'est comme en Chine. Mais sauf que ce qu'on ne dit pas avec ces... En Israël, par exemple, il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de solutions naturelles qu'ils ont utilisées l'année dernière. Hein, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils utilisent au-delà des vaccins. Parce que si vous n'adoptez que le vaccin, il est prouvé aujourd'hui que le vaccin lui seul n'est pas suffisant. Hein, pour que les gens puissent reprendre l'activité. Sinon, on a déjà vacciné plus d'1 million de personnes aux États-Unis. Je pense que l'activité devrait être complètement reprise de manière optimale. Mais 1 million, c'est petit. 100 millions. 100 millions, c'est petit. Oui, bon, il y a 300 millions. Tout le monde n'a pas besoin d'être vacciné aussi. Tout le monde n'a pas besoin d'être vacciné. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on trouve des solutions permanentes.
à cette crise. C'est-à-dire que, par exemple, en Occident, ils utilisent les vaccins, c'est une bonne chose parce qu'il n'y avait pas de solution thérapeutique là-bas. Mais qui nous tendent la main aussi, qui demandent aux Africains d'envoyer une nouvelle solution. On peut pas. C'est le rêve, docteur Mbangué. Est-ce que c'est possible? Vous voyez l'Occident tendre la main à l'Afrique en disant envoyez une nouvelle solution. Nous, on sait que vous avez des solutions. Vous pensez vraiment? Je ne sais pas. Bon, de toute façon, même si les États, les institutions ne pourront difficilement le faire, il y aura toujours des individus qui vont s'adresser à Dr Hobson, que bon, nous on a appris que Et il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Donc ça va se faire. Les gens, ils cherchent leur santé. Alors vous demandiez combien de temps? Je pense que la science actuelle ne peut pas nous dire combien de temps on devrait encore supporter le coronavirus. Mais ce que je sais, c'est que les épidémies finissent toujours par s'estomper. La grippe espagnole, qui a tué énormément de gens dans les années 20, là, au sortir de la Grande Guerre, la Première Guerre, eh bien, cette grippe-là, elle est finie. Il n'y avait pas de traitement. Il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de traitement. Elle est finie. Il n'y avait pas le masque. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien. Donc, moi, je pense que ça finit toujours par s'estomper. Maintenant, ça peut prendre un peu de temps. Il faudra aussi apprendre à vivre avec. Une question d'un téléspectateur. Est-ce que avec Corona aujourd'hui, vous avez plus de malades? C'est quelqu'un qui pose la question. Non, je ne veux pas dire que j'ai plus de malades, mais je peux dire que j'ai eu des malades qui font suite au corona. C'est-à-dire, j'ai eu une malade qui était en France et qui était dans le confinement et qui a développé des crises psychiatriques. Parce que le confinement en France, en mars de l'année dernière, c'était tellement rigide, tellement que cette femme camerounaise elle a pété les plombs, comme on dit. Elle a commencé à développer une hystérie, une agitation psychomotrice. Bref, on l'a amenée en psychiatrie. Et puis, de là, elle a décidé de revenir au Cameroun. Et les troubles psychiatriques, comme disait Cathy, ont donné des insomnies. Donc, elle est venue me voir pour ces insomnies, mais qui prenaient racine, n'est-ce pas, dans le corona et ses contraintes sociales. Wow. Ok, donc il y a des malades qui sont des... J'ai eu une autre malade qui m'a dit, quand on commençait à dire qu'il y a 300, 400, 500 personnes qui meurent par jour en France, vraiment, je suis devenu insomniaque. Voilà, donc le corona fait des victimes. Maintenant, est-ce que ça fait en sorte qu'on consulte plus en médecine du sommeil? Ça, je ne peux pas me porter garant. Je voudrais juste que vous me permettiez d'ajouter quelque chose. Je réponds comme Dr Mbangué là. Parmi les cibles de corona, de manque de sommeil, de paludisme, on doit citer les retraités. Parce que les retraités sont une cible très, très, très sensible. J'avais, dans le cadre de la santé mentale en entreprise, comme vous l'avez introduit, je suis allée dans certaines entreprises et on m'a dit que dans une certaine entreprise que Dr Mbangué va connaître bien, les retraités meurent au bout de 2 ans après leur départ à la retraite. Et je suis aussi partie dans un organisme international, ils ont dit que c'est pareil chez eux. Donc il faut dire que les retraités ont beaucoup de problèmes. Certains s'ennuient, d'autres n'ont pas su gérer leur retraite, d'autres n'arrivent pas à gérer l'argent, le salaire qui diminue. Certains n'arrivent pas à affronter les problèmes de famille. Il y a beaucoup de choses qui passent dans leur tête, si bien qu'ils deviennent très fragiles. Ils sont très sensibles. Donc c'est une cible à laquelle nous devons prêter particulièrement attention. Parce que si vous voyez, vous partez dans les morgues, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens d'un certain âge qui sont retraités, soit c'est l'AVC, soit ils sont morts de Covid, soit le paludisme, soit on ne sait même pas ce qu'ils ont. Donc si on met l'accent sur ces personnes-là, je pense qu'on peut aussi diminuer le taux de mortalité. Maintenant, je voudrais aussi profiter pour parler des symptômes du paludisme grave. La semaine dernière, on parlait de ça. Il y a un paludisme simple qu'on ne connaît même pas. J'ai le palu, j'achète des médicaments, ça passe. C'est important qu'on revienne dessus parce que c'est le paludisme grave qui tue beaucoup de gens. Je pense que ça tue même plus que le corona, parce que le corona, maintenant, on le maîtrise. Mais le paludisme grave tue, pourquoi? Parce qu'on ne se soigne pas. Wow. Comme on ne reconnaît pas les symptômes,
comme on ne les accepte pas, finalement, on peut suivre d'autres traitements qui n'ont rien à voir avec le paludisme. Donc, il faut que les populations sachent que le paludisme, c'est une maladie grave. Je dirais même très grave. Avant, on disait que c'est plus grave que le VIH-Sida. On disait que non, parce qu'on parlait plus du VIH-Sida. Maintenant, on pense aussi que c'est plus grave que le corona. Donc, parmi les symptômes du paludisme grave, il y a les convulsions qui sont extrêmement dangereuses. Parce qu'un enfant peut convulser, on va le mettre dans le WC du village, alors qu'il est en train de faire un paludisme grave. Neuropaludisme. Oui. Et il y a la température qui est très très élevée, supérieure à 39. Il y a les insomnies, il y a on délie. Parfois, on peut amener quelqu'un, on peut penser que quelqu'un a piqué une crise de folie, on l'amène chez le marabout, alors que c'est le palu. C'est le palu, tout à fait. Donc, les gens doivent connaître ces symptômes. Il y a beaucoup de symptômes comme ça. Quand quelqu'un est malade, il faut avoir le réflexe de l'amener d'abord chez le médecin. Maintenant, les médecins aussi doivent faire le travail comme Dr Mbangelo de faire, parce que parfois, il y a des gens qui se sont plaints. Je suis arrivé chez le médecin et il a pris le bic. Il posait les questions, il ne me touchait même pas et tout ça. On prend le bic, on fait qu'est-ce que vous avez, on écrit rapidement, après ça passe. Il faut prendre le temps de poser des questions aux malades et après de référer. Parce que les médecins ont aussi ce problème de référencement. Je suis médecin généraliste, je vois que quelqu'un a un problème de poumon, par exemple. Comme je sais que je peux donner tel antibiotique et autres, je prescris aux malades, alors que je dois l'amener chez quelqu'un, chez un spécialiste. Voilà. Si je vois que quelqu'un a des problèmes de sommeil, au lieu d'aller voir un spécialiste de sommeil, je lui donne prescrit des médicaments. Donc, c'est important de souligner aussi tout ça. Il faut que les populations aussi sachent, pour qu'ils disent aux médecins, moi, je sais que, est-ce que vous ne pouvez pas m'envoyer chez un spécialiste si j'ai tel problème ou tel autre? Oui. Docteur Hobson, on est bientôt à la fin, malheureusement. Qu'est-ce que vous allez dire aux populations par rapport au coronavirus? Comment est-ce qu'on doit se comporter désormais? Bon, moi je pense que compte tenu de la situation dans laquelle, parce qu'on va pas. Parce que j'ai entendu j'ai vu le tweet du ministre aujourd'hui qui disait que il était à Yaoundé là-bas, à Orca, donc il invite les gens à venir. Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait information, que ça circule. Également, il faudrait qu'on sensibilise les gens. Parce que, comme je l'ai dit, j'avais développé une petite vidéo de 2 minutes qui parlait des 10 commandements pour éradiquer le coronavirus l'année dernière. C'est des astuces faciles à utiliser, que tout le monde peut utiliser. Donc, si on va sur votre on va sur YouTube, on tape les 10 commandements de Dr Hobson. Vous allez trouver ça. Si on arrivait à vulgariser cette information-là, beaucoup de gens ne seraient pas infectés aujourd'hui. Cette information est là, tout le monde peut utiliser ça. On a des choses qu'on trouve dans notre cuisine, on a des comportements qu'on peut avoir pour adopter, pour ne pas tomber malade. Donc c'est une information qui est là. Il faut simplement qu'on puisse la vulgariser. Moi je pense que c'est une des choses qu'on pouvait faire ici pour éviter d'aggraver cette pandémie. Mais ça n'a pas encore été fait, peut-être que ça va se faire au-delà de cela, de ces 10 astuces. Il y a également 3 commandements miraculeux qui sont là, que les gens peuvent utiliser. C'est gratuit, on ne paye pas pour avoir accès à cette information-là. Mais nous avons également des solutions pour les gens qui sont dans des cas graves, qui nous contactent le plus rapidement possible, qui n'attendent pas la dernière minute. Donc vous êtes Dr Charles Hobson sur Facebook, pour ceux qui voudraient vous contacter, s'ils ont un problème de... Voilà. Oui, si vous avez un malade qui est très grave, que vous voulez vraiment qu'il ne soit pas, arrive à une situation où c'est très, très critique, où on ne peut plus sauver sa vie, contactez-nous le plus rapidement possible. On a nos produits, on pourrait les apporter à l'hôpital, parce que le ministre l'a permis. Maintenant, si un malade a besoin d'une solution africaine, on peut l'amener à l'hôpital. Ça fait du bien. Oui, donc nous sommes là pour sauver les vies. Nous ne sommes pas... Voilà, Docteur Mbangué, un dernier mot. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, pour ceux qui voudraient arriver à la clinique? J'ai déjà donné l'indication. Oui. Oui. Est-ce que la clinique, le centre est sur Facebook déjà? Oui, je suis sur Facebook. Mon numéro portable, c'est le 679 50 58 31.
6 79 50 58 31. Parce que si vous dites ici à Douala, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas la ville de Douala. En tout cas, c'est à Bonapriso. Après le supermarché Cadeau, voilà. La prochaine rue, donc la rue des impôts, dans la rue des impôts de Bonapriso, oui. Il y a un grand immeuble jaune. Vous êtes au couloir avant le grand immeuble. Si vous êtes sur la rue Ndjonjo, venant de l'église. Oui, de l'église. De l'église Ndjonjo. Vous avancez, vous dépassez le grand hôtel La Falaise, vous arrivez à droite à le supermarché Cadeau. Après supermarché Cadeau, vous avez immédiatement un carrefour. C'est ce carrefour-là. Vous verrez ma plaque, la Centre des pathologies du sommeil. Absolument. Voilà. Pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, sincèrement, soignez votre sommeil. Hein. Ayez le bon sommeil. On a parlé de l'hygiène de sommeil ici. C'est important. Cathy, un dernier mot. Pendant que nous avons Maître Clovis de l'autre côté. Je voudrais dire que le paludisme n'est pas oublié, qu'on n'oublie pas le paludisme. Parce que le corona va certainement passer, ou bien il sera maîtrisé, mais il faut qu'on maîtrise aussi le paludisme. Donc nous continuons le combat contre cette maladie. Et j'ai aussi beaucoup de malades mentaux qui ont besoin des soins de Dr Bangelobe. Mais beaucoup ne peuvent pas payer les cliniques. Donc, comment on appelle, les mécènes, l'État et ainsi de suite, remarquez-moi bien parce que vous risquez de me voir devant vos portes. Parce que je viendrai faire le plaidoyer pour les malades qui n'arrivent pas à payer les soins dans les cliniques. Voilà. On a quelques petites images de Maître Clovis qui voilà, donc, nous montrent comment on peut s'étirer naturellement, on peut se soigner naturellement. C'est la respiration. C'est ça justement, c'est ça que le taille. Merci beaucoup Maître Clovis, merci également à vous chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Dr Mbangue, merci de la disponibilité Cathy, merci Dr Hobson, merci Maître Clovis, merci vraiment aux téléspectateurs, vous servir, vous informer. C'est notre leitmotiv et nous espérons que cet après-midi encore, nous avons apporté une information importante dans la vie des Camerounais. On dit l'homme meurt faute de connaissance et la connaissance, nous l'avons donnée cet après-midi. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Bon samedi saint, bon week-end pascal et bonne fête de Pâques déjà d'avance. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.